à votre fidélité, à votre intérêt que vous portez à nos conférences. Donc nous accueillons aujourd'hui Hugues Pernet, qui est un ami de longue date. Cher ambassadeur, cher Hugues, ah oui, on est toujours, c'est comme président, on est président à vie, donc tu es ambassadeur à vie. Voilà. Tu as mené une carrière particulièrement intéressante et tu as été, je pense, au cœur des grands sujets de la vie internationale pendant plusieurs décennies, dans tes affectations entre Washington et Moscou, au moment en particulier où l'Union soviétique a imposé. Après des études à Sciences Po et des études d'histoire, tu passes le concours d'Orient. Et à Sciences Po, d'ailleurs, je crois que tu t'es spécialisé dans des études sur l'Union soviétique. Et comme chacun sait, la direction du personnel du ministère des Affaires étrangères fait toujours des bons choix, puisque à ta sortie, on t'a envoyé à Sofia, alors que tu parlais roumain, et puis ensuite dans les services du Premier ministre, où tu t'es occupé du nucléaire. Enfin, je crois que tu étais allé aux affaires économiques. Enfin, Moscou vient et arrive, et en 1984, tu arrives à Moscou comme jeune secrétaire, jeune conseiller. Puis ensuite, effectivement, tu pars à Washington, et en 1990, comme on s'est aperçu tout de même que tu parlais parfaitement le russe et que tu t'intéressais à cette région, on t'envoie comme consul général à Kiev, à une époque où personne n'allait imaginer que l'Ukraine allait devenir indépendante dans les mois qui ont suivi. Donc tu as fait un parcours complet, si j'ose dire, de consul général, tu es devenu chargé d'affaires, et de chargé d'affaires, tu es devenu ambassadeur, le premier ambassadeur donc en Ukraine. Tu as, je dirais, assisté à la naissance de ce nouveau pays, à un moment où d'ailleurs nos autorités n'y croyaient pas trop et n'y étaient pas spécialement favorables. Et je pense que c'est à cette occasion-là que tu as eu de nombreux contacts avec les futurs dirigeants de l'Ukraine indépendante et que tu as commencé sans doute à réfléchir et à écrire ton journal qui a été publié finalement en mars 2023. C'est donc sur la base de ton expérience de l'époque où tu estimais déjà que finalement tout était écrit, et que tu vas nous parler de l'Ukraine. Donc je pense que ta conférence est à la fois le témoignage d'un ambassadeur et de son rôle dans une période particulièrement compliquée, une période, je dirais, historique. C'était également un témoignage sur une époque particulièrement intéressante que tu as vécue. Voilà, je te cède la parole. Est-ce qu'il vaut mieux que je me mette debout ou... Je vois. Là, vous entendez bien? Oui, c'est mieux comme ça. Bon, merci beaucoup aux amis des archives diplomatiques de m'avoir invité pour vous parler d'un sujet un peu douloureux et un peu absence. Alors, quelques petites précisions. Tout d'abord, je n'ai pas pris de notes pendant... Je ne prends pas de notes, et c'est grâce aux archives diplomatiques qui ont été ouvertes après 28 ans que j'ai pu revenir sur ma correspondance. Je n'avais pas du tout l'intention d'écrire ce livre. J'ai été sollicité par quelqu'un qui t'a précédé, qui m'a sorti de mes cassages de... Vous savez, je casse des pierres. Alors, elle m'a dit qu'il y a des choses mieux à faire que de casser des pierres. Et donc, c'est Mme Karel en cause qui m'a demandé, avec insistance, à plusieurs reprises, d'écrire un peu un témoignage vivant de ce qui s'était passé. Alors, donc ça, c'est une première chose. C'est vraiment, je voulais rendre hommage aux archives diplomatiques, parce que
le travail des bureaux d'ordre et tout ça, auquel on n'accorde pas nécessairement l'importance qu'il faut, et bien ça s'avère très utile quand on a besoin de revenir sur le passé. Donc, à tous ces gens qui travaillent dans les archives. Le livre ne s'appelait pas Journal du premier ambassadeur. Ça, c'est l'éditeur qui m'a imposé ce titre. Je n'avais pas, vous savez, quand vous êtes devant une maison avec une édition, vous ne discutez pas trop. Mon titre initial était Ukraine, 1990-1993, c'était là où j'étais, une indépendance hypothéquée. Et oui, c'était le titre. Et l'éditeur me dit hypothèque, les gens ne comprendront pas ce que ça veut dire, c'est pas vendable, c'est pas vendeur. Et donc ils ont mis Journal du premier ambassadeur, ce qui amène à faire croire que j'ai fait des notes tout au long de ma vie. Ben non, c'est pas le cas. Alors, donc voilà, ça c'est la genèse du livre. Alors le livre, je ne vais pas vous en parler parce qu'il faudra que vous le lisiez si vous ne l'avez pas lu. Donc ce n'est pas, je vais vous dire ce qu'il n'est pas. C'est pas un livre de la carrière de Hugues Pernet à travers les âges. C'est le témoignage d'une période très précise où j'ai eu la chance d'être témoin de première main et sans doute le seul témoin occidental dans la durée. Alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé. C'est un peu, comment dire, la petite histoire qui donne la grande à chaque fois. D'abord, je suis à Washington, on est en 1989, fin 89, et on est dans le contexte très particulier un contexte très particulier qui est franco-allemand. Vous allez voir, le mur de Berlin s'est écroulé et la France constate que l'Allemagne a une diplomatie, et une diplomatie peut-être plus performante que la nôtre. Ça va vous choquer, mais c'est un peu ça. D'abord, on s'aperçoit que le chancelier allemand a proposé à M. Gorbatchev un plan en 10 points pour la réunification de l'Allemagne et que nous n'avons pas été consultés. Tout ça s'est fait dans notre dos. Donc le président Mitterrand est assez sensible à ce manquement allemand. Et on s'aperçoit que l'espace soviétique est en train de chanceler. Et vous savez que la France a une tradition d'alliance de revers avec la Russie tsariste et la Russie soviétique. Et on commence à s'inquiéter de savoir quelle place l'Allemagne réunifiée va prendre. Et M. Mitterrand, le président de la République, fin décembre 1989, se rend un peu en catastrophe en URSS. Et il va rencontrer M. Gorbatchev, il ne va pas à Moscou, il va à Kiev. Et la nouvelle constatation de notre déficience, c'est que quand il descend de l'avion, c'est la petite histoire que nous donne avant, quand il descend de l'avion, il s'aperçoit que l'ambassadeur de France n'est pas là et qu'il est accueilli par le consul général de la République fédérale allemande. Et son sang ne fait qu'un tour. On se dit, donc, comment nous, le plus beau réseau après les États-Unis et l'URSS, on n'est pas là, les Allemands sont là. Et donc, immédiatement, il a fallu créer un poste à Kiev. Ça s'est passé à peu près comme ça. Et donc, la direction du personnel, je suppose, est mandatée pour ça, et cherche quelqu'un. Donc ça tombe sur moi. Mais je vais vous dire que quand on m'a appelé à Washington pour me proposer Kiev, je connaissais pourtant l'URSS, j'avais été déjà en poste 2 fois, parce que j'ai fait mon service militaire, mon service national à Moscou, en 1900, avec un de nos illustres ambassadeur, M. Jacques Gimont, et j'étais son homme du protocole, etc. Et puis j'avais été aussi secrétaire et conseiller à Moscou au moment de l'arrivée de M. Gorbatchev. Donc je connaissais un peu la chose, et quand on me propose d'aller à Kiev avec mon épouse, je regarde, on était bien à Washington, on se dit qu'est-ce que c'est Kiev, on regarde. Et à l'époque, il faut vous imaginer, c'est un peu un retour sur Jurassic Park. L'URSS n'existe plus, mais elle existait à l'époque, et l'Ukraine, ça n'existait pas dans les livres. À l'époque, c'était terra incognita, c'est un des paragraphes de mon livre,
On cherche des documents sur Kiev, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de... C'est complètement occulté depuis des siècles par la Russie et puis depuis des dizaines d'années par l'URSS. L'Ukraine, c'est une sous-partie de cet ensemble, de ce vaste empire. Donc c'était pas très drôle. On regarde, il n'y avait pas un Français à Kiev, il n'y en avait pas un. Sauf, on l'a appris plus tard, des gens qui étaient prisonniers de guerre depuis 39-40 et qui, oui, qui ont été libérés beaucoup plus tard. Et si on a eu on avait des cas humanitaires comme ça. Donc nous partons à Kiev sur un peu cette espèce de coup de tête de notre président qui avait décidé d'ouvrir. Mais c'était une époque très particulière, donc on voit l'affaiblissement de l'URSS, puisqu'elle accepte la réunification allemande, c'est l'Europe de l'Est qui s'émancipe, donc il y a un mouvement tectonique qui est en train de se préparer, et l'URSS, c'est M. Gorbatchev pour notre président, et M. Gorbatchev, c'était quelqu'un de très important, et il ne fallait surtout pas envisager, c'est pour ça que j'étais nommé consul et non pas ambassadeur, c'était vraiment un consulat. Donc c'était pour prendre un peu M. Gorbatchev à la lettre. Vous savez, il y avait un mouvement de réforme qu'il avait lancé, qui était un mouvement très courageux, qui s'appelait la Perestroïka, pour essayer de réformer une économie qui partait en déliquescence et qui surtout était pressée par le mouvement américain en matière de lutte, en matière de course aux armements. Donc les soviétiques essayaient de rester dans la course et s'épuisaient économiquement pour rester dans cette course. Et il y avait un deuxième mouvement qui s'appelait la glasnost, qui était la transparence, c'est-à-dire l'amorce d'un tout petit peu de liberté en URSS. Donc, j'arrive à Kiev en mars 90, non, en juin 90. C'était l'URSS, il n'y avait rien, pas de maison, on vit à l'hôtel. Et première chose à faire, c'est de faire le 14 juillet. Donc, faire un 14 juillet sans français, avec les mains dans les poches, dans une chambre d'hôtel, avec comme tout instrument de travail, le stylo et le carnet de papier que vous aviez dans la poche. C'était pas simple, mais les Ukrainiens étaient très ouverts. Et c'était amusant parce qu'on a bénéficié d'une compréhension des Ukrainiens, qui étaient des soviétiques en même temps. C'était ambivalent. Et ils nous aident à faire notre réception, mais ça n'avait qu'un intérêt relatif, mais c'était nécessaire. Et ils invitent dans cette réception des députés du mouvement nationaliste, des gens de l'opposition. Et donc c'était vraiment le début d'une amorce de pluralisme. Et je discute avec les autorités locales, et au titre de la transparence, comme j'avais vu que le Parlement ukrainien commençait à jouer un rôle intéressant, je leur ai demandé si je pouvais assister aux séances du Parlement. Et ils me disent, mais aucun problème, vous pouvez assister aux séances du Parlement, vous avez une petite loge, vous pourrez la prendre. Et donc j'ai assisté aux séances du Parlement. Ça vous paraît ridicule, mais on est en URSS. C'était quelque chose d'impressionnant. Et le 20 juillet à peu près, je ne sais pas si c'est le 16 ou le 20, le Parlement ukrainien, donc soviétique, communiste à majorité, mais avec une petite opposition, vote une déclaration de souveraineté. En URSS, voter une déclaration de souveraineté, c'était quelque chose de transgressif, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, c'était pas l'indépendance, c'était le chemin discret pour essayer de mener à l'indépendance. Il faut voir qu'à cette époque, vous aviez les pays baltes qui étaient en pleine ébullition, mais les pays baltes, c'est peut-être des baltes ici, mais c'est 2 millions d'un côté, 3 millions de l'autre, enfin si ça fait 10 millions d'habitants, c'est un maximum, c'était pas des gens qui avaient été intégrés à l'URSS dès la constitution de l'Union, c'est des gens qui avaient été annexés
en 1945. Donc ils votent une déclaration de souveraineté et qui est importante parce qu'on va retrouver ça encore aujourd'hui. Les Ukrainiens disent on veut être souverain, donc commencer à avoir des rapports avec nos voisins, on veut être dénucléarisé et on veut être neutre. C'est trois choses qu'ils demandent. C'est pas anodin, c'est pas les soviétiques qui leur demandent, c'est pas les Américains qui leur demandent, c'est eux qui le demandent. Et donc ils veulent ça. Et dans ce, ils disent il faut que les soldats, que les appelés, parce qu'à l'époque il y avait un service militaire, et vous allez voir c'est très important. Il y avait un service militaire qui était de 2 ou 3 ans, c'était pour servir dans l'armée soviétique. Et ils indiquent les conscrits ukrainiens vont devoir faire leur service militaire en Ukraine. Alors là-dessus, il s'est passé une chose assez amusante. C'était sur le papier tout ça. Mais il y a des conscrits ukrainiens qui étaient en Sibérie, qui ont vu ça, et qui ont posé armes et bagages, et qui sont rentrés en Ukraine. Et alors ça a posé un problème majeur, parce que pour les autorités fédérales, pour les autorités soviétiques, c'était des déserteurs. Et déserter dans l'armée soviétique, ça pouvait être la peine capitale. Et donc il y a une crise politique qui se noue au Parlement ukrainien en disant mais qu'est-ce qu'on fait, comment fait-on? Et il y a une communauté de mères de soldats, comme il y en avait eu pour l'Afghanistan, qui se réunit et qui disent non, non, ça ce sont des enfants, vous ne pouvez pas faire ça. Et d'abord la déclaration de souveraineté prévoit que nos enfants fassent leur service militaire en Ukraine. Donc il y a eu une crise politique et le Premier ministre a perdu sa place. Mais c'était important, parce que donc il y a eu une loi sur le service militaire qui s'est passée au Parlement. Donc moi j'ai assisté aux séances du Parlement, et donc il y avait des généraux qui étaient venus de Moscou pour amener les Ukrainiens à récipicence et leur dire de ne pas voter cette loi. Et les militaires soviétiques qui étaient là, qui venaient de Moscou, disent mais il y a un étranger dans la salle, il faut que ce soit une séance à huis clos. Donc moi je comprends très bien que je dois m'en aller. Et puis le président de séance, il faut voir que c'était un parlement à majorité communiste, le président de séance dit ah, ben, vous avez soulevé la question, on va la soumettre au vote. Et donc on vote pour savoir si la séance sur le service militaire doit être en séance publique ou en séance à huis clos. La majorité des votes des députés est des communistes. Et la majorité des communistes votent séance ouverte. Donc j'assiste à la séance, au débat, sur savoir si les Ukrainiens doivent faire leur service militaire à l'extérieur ou juste en Ukraine. Et ça se passe 2 fois, et les 2 fois bon. Donc moi je rends compte de ça à Paris. Alors, au Quai d'Orsay, on voit l'aspect politique et on se dit tiens, c'est intéressant, ça commence à bouger dans les tréfonds du RSS, ça commence à bouger en Ukraine, c'est le début du bazar. Et puis les militaires, puisque ma correspondance passée par Moscou, mais notre poste militaire dit mais attention, ça c'est la fin de l'armée soviétique. Imaginez, eux, ces militaires, ils avaient connu la guerre d'Algérie. Imaginez la France en 1960, avec la Bretagne disant non, les Bretons font leur service militaire en Bretagne, les Aquitains font leur service militaire en Aquitaine, et on ne peut plus rien faire. Donc c'était le début de la fin de l'unité militaire de l'URSS. Donc c'était quelque chose. Vous voyez, c'est une petite affaire qui devient... Et donc c'était la fin de... Voilà. Bon, après les choses se passent, et ce qui se développe, c'est on voit la transmutation, la mutation du pouvoir qui passe du Parti communiste au Parlement. Et les principaux ténors du Parti communiste ukrainien se font élire au Parlement et deviennent président du Parlement, vice-président du Parlement, et tous les débats se passent au Parlement et sont ouverts. Notre ambassade à Moscou, elle est confrontée au système qui l'empêchait d'avoir des contacts réels
avec les soviétiques, ils sont dépendants de leur contact avec le MID ou des contacts. Et là, au Parlement, on voyait tout le monde, parce qu'il y avait une buvette, et on allait à la buvette et on parlait avec le membre du bureau politique qui était à Moscou, mais qui était membre du bureau politique au titre de Lucas. On voyait tous des anciens prisonniers politiques qui avaient été libérés. C'était assez extraordinaire, et on avait une vision en profondeur et d'une certaine réalité soviétique qu'il était impossible d'avoir à Moscou. Et donc, ça apportait un angle de vue différent pour Paris. Et on voyait assez rapidement le système se déliter. Et c'était intéressant parce que il se forgeait, les gens se testaient, les nationalistes se testaient les communistes, et ils ont trouvé un but commun, c'était l'indépendance, l'autonomie d'abord, l'indépendance ensuite, et donc leur bête noire était devenue M. Gorbatchev. Donc tout était fait pour éliminer le Parti communiste de Moscou. Et là-dessus, ils ont trouvé un allié de taille, la Russie. Et donc les Ukrainiens, nationalistes ou communistes en voie d'autonomie, ont noué des relations assez étroites avec la Fédération de Russie, qui à l'époque était dirigée par M. Yeltsin. Il faut voir qu'on était dans un pays fédéré. Il y avait M. Gorbatchev qui tenait l'Union, M. Yeltsin qui tenait la Russie, et M. Kravchuk qui tenait l'Ukraine. Et l'Ukraine et la Russie se mettent ensemble pour faire sauter le bouchon. M. Gorbatchev. Et donc, Russie et Ukraine négocient des traités. Et c'est assez extraordinaire. Vous imaginez la Suisse, enfin les cantons suisses discutant de traités où on se reconnaît mutuellement, où on reconnaît son intégrité territoriale. Mais les traités étaient déjà pervers. Le premier traité qui est signé, c'est en octobre 90. Donc lui, avec la Russie de M. Yeltsin, reconnaît l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et réciproquement, ce qui est bizarre dans une union. Mais la Russie ajoute, c'était l'article 6, la Russie se réserve le droit de protéger ses citoyens habitant en Ukraine. Donc déjà, il y avait en 90, l'URSS existait encore, mais on pensait déjà à la suite. Vous savez, ce sont des joueurs d'échecs, hein, tous ces gens-là, et nous, on a une notion d'histoire un peu courte. Donc voilà, il se passe des traités. Mais à l'époque, signer un traité comme ça, c'était transgressif. Le président ukrainien, il avait peur. Il disait, mais les autorités soviétiques vont intervenir pour acte de sécession, pour acte de transgression. Et donc, il se débrouille pour faire valider le traité au niveau du Parlement dans les 24 heures. C'est des ratifications aussi rapides, c'est difficile à faire. Donc voilà, on arrive à un système où il y a une conjonction d'intérêts nationaux, c'est l'émergence du nationalisme ukrainien, de la résurgence, et du nationalisme russe, qui se rencontrent pour supprimer le système communiste. Et c'est quelque chose de très important. M. Gorbatchev se rend compte que son pouvoir est menacé, et il comprend qu'il est menacé justement par cette fédération qui ne fonctionne plus, dans laquelle il y a des aspirations à l'autonomie, voire à l'indépendance, et il décide de réformer, de procéder à la réforme du traité de l'Union. Et il lance une grande consultation sur la réforme du traité de l'Union. Il y a un référendum, êtes-vous pour la rénovation du traité de l'Union, sans dire dans quel sens, ou est-ce que vous êtes contre? Bien entendu, tout le monde dit oui. Mais ça suscite l'inquiétude des organes de sécurité à Moscou. L'armée, le KGB, le NVD, le ministère de l'Intérieur. Et on arrive là, on est en août 1991, il s'est passé quelques mois, pas beaucoup. Et là, il y a un coup d'État, le fameux coup d'État à Moscou, où il y avait une séance à la télévision où M. Mitterrand dit bah oui, je prends acte qu'il y a eu un coup d'État.
Et ce coup d'État aboutit à la séquestration de M. Gorbatchev en Crimée. Et puis le coup d'État avorte parce qu'il a été très mal organisé. Et à la fin du coup d'État, donc mi-août 1991, les Ukrainiens prennent conscience qu'il y a une capacité de réaction au niveau de Moscou, Moscou communiste, pas Moscou Russie, c'est plutôt la difficulté, pour rétablir une unité de la fédération, et du coup, ils votent leur indépendance. Donc, 16 juillet 1990, déclaration de souveraineté, et 24 août 1991, vote de la déclaration d'indépendance. C'est un tonnerre dans un ciel serein. En France, on n'entend pas ses oreilles, mais le 26 août, 2 jours plus tard, réaction de Moscou sur Russie, M. Yeltsin, qui dit si l'Ukraine devient indépendante, nous réclamerons le Donbass et la Crimée. Vous voyez, ça ne date pas d'hier, ça date d'il y a 35 ans. Et c'est officiel. Vous pouvez retrouver les déclarations de M. Yeltsin. M. Yeltsin, à l'époque, il faut le savoir, était quand même considéré comme un démocrate. C'est lui qui avait fait échec au coup d'État, qui était monté sur un char devant la Maison Blanche pour libérer M. Gorbatchev. C'est lui qui avait fait libérer M. Gorbatchev. Il avait été élu au suffrage universel. C'était la première fois dans tout cet ensemble eurasiatique qu'un dirigeant était élu au suffrage universel non traficoté. Donc il avait une aura démocrate importante. Et le fait qu'il réclame 2 jours après l'annonce de la volonté des Ukrainiens d'être indépendants une révision des frontières portant sur le Donbass et la Crimée, et ça nous réfère aux accords, aux traités dont je vous avais parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que quand ils avaient signé des traités en 90, ils avaient dit on se réserve le droit de protéger nos citoyens. Après, on peut discuter du bien fondé ou autre chose, mais là je vous dis l'histoire. Donc, nous voilà confrontés, nous Français, entre autres, à la volonté d'indépendance de l'Ukraine, du 24 août 1991, et c'était soumis à un référendum le 1er décembre. On avait le temps de réfléchir. Alors, moi, de mon côté, j'essaye, comme je pratiquais bien les autorités locales, c'était souvent, je servais un peu de sparring partner, ils me demandaient si on fait ça, qu'est-ce que vous en pensez, mais c'était un peu off the record. Je comprends que le président ukrainien, qui avait déjà reçu M. Bush à Kiev, donc le président des États-Unis, me fait savoir qu'il va aller, enfin, il me dit directement, il me dit je vais aller à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York en octobre 1991, et au passage, j'aimerais bien m'arrêter à Paris. Il faut savoir que l'Ukraine, depuis 1991, est fondateur des Nations Unies. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. L'URSS avait 3 sièges aux Nations Unies. Il y avait l'URSS, il y avait l'Ukraine et la Biélorussie. Donc l'Ukraine avait une délégation qui était une délégation fantoche. C'était une sous-agence du KGB qui était à New York, mais ils avaient une délégation. Donc M. Kravchuk, le président du Soviet suprême, le président de la République encore, parce qu'on est encore en URSS, dit « Je veux aller à New York et j'aimerais bien m'arrêter à Paris ». Je transmets ça. Alors, il faut vous imaginer, je ne sais pas si vous êtes du Quai d'Orsay, mais il y a quand même une hiérarchie dans le Quai d'Orsay, un consul général, même s'il est général, qui dit « Voilà, le président de cette sous-république voudrait voir le président de la République ». Ça passe par Moscou, l'ambassadeur saute au plafond. Non, il ne dit rien. Non, c'est amusant, il ne dit rien. En se disant, de toute façon, ça n'aboutira jamais. Donc, et puis, voilà qu'une semaine plus tard, l'Élysée m'appelle en disant, le président de la République va le recevoir. Voilà, l'ambassadeur est communiqué, dit, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment bon, qu'il faut y aller, est-ce que c'est pas trop tôt, est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça plus tard, une fois qu'ils seront indépendants? Moi, ma réponse est de dire, non, c'est justement avant qu'ils soient indépendants qu'il faut les voir, parce que c'est le seul moment où on peut leur passer des messages, c'est une manière de mesurer la réalité des problèmes, donc il faut le faire, il faut y aller. Et l'ambassadeur a été très, très courtois, très bien, il m'a dit, c'est votre idée, c'est à vous d'aller à Paris. Donc,
le président de la République reçoit le président du Soviet suprême d'Ukraine, qui lui annonce toute une série de choses en lui disant, voilà, on va devenir indépendant, mais nous avons un problème particulier qui vous concerne, vous, France, puissance nucléaire, c'est que sur notre territoire, il y a énormément d'armes nucléaires soviétiques. Et que ces armes nucléaires sont sur le territoire de l'Ukraine, et normalement, elles devraient revenir à l'Ukraine. Donc il expose ça au président. C'était un peu difficile d'imaginer une nouvelle puissance nucléaire en Europe, avec des gens qu'on ne connaissait pas, parce que personne ne le connaissait, M. Kravchuk est pareil. Ça faisait ce qu'on appelle de la prolifération nucléaire légale. Et donc, ça pose un problème majeur. Parce qu'il faut vous dire que le nombre d'armes nucléaires déployées en Ukraine était assez important. En France, on devait avoir 300 têtes. C'est à peu près le chiffre que nous avons encore. Mais sur le territoire de l'Ukraine, il y en avait 3600. Donc vous voyez la place de la France, puissance nucléaire numéro 3, numéro 4, qui passait, qui changeait complètement de statut. Donc les États nucléaires se sont consultés très vite pour dire non, c'est pas possible. D'ailleurs, l'Ukraine a demandé à être dénucléarisée. Donc il faut que l'Ukraine, si elle poursuit son chemin vers l'indépendance, transfère ses armes nucléaires au seul détenteur légal qui est le continuateur de l'URSS, c'est-à-dire la Russie. Donc, se met en place ce schéma qui est compliqué. L'indépendance est votée le 1er décembre. Le référendum donne des chiffres extraordinaires, c'est du 90-92%, sauf en Crimée, où il y a moins d'un tiers des électeurs qui ont voté pour, mais comme le taux de participation est très faible, le chiffre qui sort est positif, mais en réalité, c'est moins d'un tiers. Voilà. Donc l'Ukraine devient indépendante, et là commencent des négociations très sérieuses pour exiger que l'Ukraine transfère ses armes nucléaires à la Russie. Et les Ukrainiens, qui savent très bien qu'ils vont être en conflit ouvert avec la Russie, commencent à traîner des pieds, à tergiverser, et la pression monte. Et ils lui disent, mais si on transfère nos armes nucléaires à la Russie, est-ce que vous allez assurer notre sécurité, puisqu'on sait qu'on va être en conflit avec la Russie? Nous sommes là aussi il y a 35 ans. Hein. Alors, je me souviens, j'étais dans le bureau du président, bon, c'était un peu plus tard, c'était en 1992, c'est de la même idée. Le président me dit, le président ukrainien, élu au suffrage universel cette fois-ci, il dit, cher ami, qu'est-ce que la France fera si la Russie envahit la Crimée? Je raconte ça. C'est dans les archives diplomatiques. Tout ce que je vous raconte, hein, c'est dans les archives diplomatiques. Vous pouvez aller consulter. C'est pas une réécriture de l'histoire. C'est l'histoire telle qu'elle était écrite à cette époque. Donc, qu'est-ce que vous ferez? Et il me dit, les Américains ne feront rien. Donc, je dis, c'est un sujet qui est ancien. Voilà. Alors, moi, j'arrive un peu à la fin de mon parcours sur place, mais commence à apparaître la solution qui va permettre d'enrober la dénucléarisation de l'Ukraine. Ce sont deux sénateurs américains qui, dans une approche bipartisane, c'est-à-dire il y a un démocrate et un républicain, il faut voir que M. Bush père vient de perdre des élections au profit de M. Clinton, donc on a changé d'administration, on est passé des républicains aux démocrates. Et donc, à l'époque, ils avaient une approche bipartisane, c'est plus le cas maintenant. Et ils envoient une délégation à Moscou, à Kiev, pour essayer de trouver une solution, un habillage pour rendre possible le transfert des armes nucléaires ukrainiennes, déployées en Ukraine, vers la Russie. Et l'idée générale, c'était rassurer l'Ukraine sans inquiéter la Russie et sans s'engager. Les Américains ne s'engageaient pas. C'était juste témoin. Et c'est ce qui a abouti, quelques années plus tard, au mémorandum de Budapest.
mémorandum de Budapest. Alors là, je suis hors de ma sphère de compétences, mais c'est la prolongation. Mémorandum de Budapest, c'est un mémorandum, donc ce n'est pas un traité. Il n'a pas été ratifié par le Congrès des États-Unis, donc il n'a qu'une valeur juridique limitée. Et qu'est-ce que prévoit ce mémorandum de Budapest, sur lequel tout le monde s'est calé pour expliquer que c'était... Ce mémorandum de Budapest dit que la Russie reconnaît l'intégrité territoriale de l'Ukraine, l'Ukraine transfère ses armes nucléaires à la Russie, mais personne n'est garant de cet accord, qui n'est pas un accord, qui est juste voilà. Donc, si vous voulez, il y a une base juridique qui est très très faible, et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les garanties de sécurité qui sont au cœur du problème de la négociation entre Russes, Américains et Ukrainiens, les Américains ne veulent pas donner de garanties de sécurité comme ils n'ont pas voulu en donner en 1994. Voilà, on a fait la boucle. Voilà, j'espère que je ne sais pas si je n'ai pas dépassé mon temps. Voilà schématiquement, si vous avez des questions. Hein. Autrement, vous pouvez lire mon bouquin. Voilà. Merci beaucoup. Je pense effectivement que le sort en était jeté sans doute dès le départ. Des revendications effectivement sur ce que évoqué déjà Yeltsin avait laissé entendre. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que actuellement on a une vision courte, on est dans les archives, donc on peut se permettre d'avoir une vision longue. On a une vision très courte de l'histoire, donc on focalise tout sur M. Poutine. Je ne veux pas du tout défendre M. Poutine. M. Poutine n'est que le successeur de M. Yeltsin, et le successeur de M. Poutine, je suis prêt à parier une bouteille de champagne, aura à peu près la même ligne. C'est une tendance lourde. Après, qu'elle soit justifiée ou injustifiée, c'est une chose. Mais, si vous voulez, moi, ce que je regrette dans toute cette histoire, c'est que nous pouvions savoir, si nous voulions savoir, qu'on allait vers un conflit majeur. On le savait, il suffisait de consulter les archives. Et dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle un principe de précaution. C'est-à-dire qu'on aurait... Il était tout à fait normal, et tout à fait juridiquement normal, que l'Ukraine puisse adhérer à l'OTAN. C'était un État souverain, c'était un État reconnu, donc juridiquement, mais on savait qu'il y avait un codicile. Et donc, on savait que c'était un casus belli pour la Russie. Ça ne veut pas dire que la Russie avait raison, on le savait. Donc, si on avait invité l'Ukraine à rentrer dans l'OTAN, il fallait lui dire de se préparer tout de suite à la guerre et nous-mêmes de nous y préparer. Ce que j'appelle le principe de précaution. Donc, il fallait choisir un peu ça. Pardon, ça a choqué certains. Voilà. Merci pour cette conférence qui était un véritable témoignage vécu d'une période particulièrement intéressante. C'est la fin du RSS, donc c'est ça le côté Jurassic Park, et c'est l'émergence de deux nationalismes, l'ukrainien et le russe, et qui sont en train de se confronter. C'est-à-dire qu'il y a une régression du droit, non seulement du droit international, ça on l'a tous vu, mais presque des idées, c'est-à-dire qu'on revient au nationalisme du milieu du 19e siècle. Alors que tout le monde est en train de... Ah si, j'ai oublié une chose quand même importante, c'est que les Ukrainiens deviennent indépendants le 1er décembre, ils se réunissent à Troyes, en Kétimini, dans un village que personne ne connaît, qui s'appelle Bielovégie, qui est en Biélorussie. Il y a M. Yeltsin, il y a M. Kravchuk, et il y a M. le président biélorusse, Shushkevich. Shushkevich, ils se réunissent dans une dacha de chasse et ils décident de mettre fin à l'Union. Donc ils disent, voilà, nous sommes les trois les États constitutifs, il y avait la Confédération du Caucase, mais elle n'était pas là, nous sommes les trois principaux États constitutifs de l'URSS, on sort de cette union, donc le traité est caduc, donc il n'y a plus d'URSS, donc il n'y a plus de M. Gorbatchev. Et tout ça se fait là. Mais M. Yeltsin,
avait une idée derrière la tête. Il y avait cette alliance un peu contre nature du nationalisme ukrainien et russe pour faire sauter M. Gorbatchev, mais M. Yeltsin avait aussi une idée, il voulait reconstituer une union. Et donc il fait une pression extraordinaire sur M. Kravchuk en lui disant oui, c'est très bien, on fait sauter le noyau communiste et puis nous on refait une union des catholiques, des chrétiens, pardon, des trois républiques blanches vis-à-vis des autres républiques musulmanes. Et on va faire la communauté des États indépendants, qui a été un phénomène très, très limité. Et pendant un an, enfin pendant l'année où j'étais encore là, en poste, pendant un an, la Russie n'a pas cessé d'exercer des pressions sur l'Ukraine pour qu'elle rentre dans cette communauté des États indépendants. Et nous-mêmes, nous l'avons un peu poussé, parce que pour gérer la transition nucléaire, on disait, mais il faut qu'il y ait toujours un centre, il faut toujours qu'il y ait un contrôle, donc on n'était pas défavorable. Et donc la Russie exerce une pression très très forte sur M. Kravchuk, et c'est sans doute la première victoire de la petite Russie, l'Ukraine, contre la grande, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à torpiller ce projet qui est quasiment mort-né. Voilà, pardon, c'était... Voilà, je pense que vous aurez des questions à vous poser sur ces différents, pas sur ce point, mais sur l'ensemble de ton témoignage. C'était un témoignage, donc il était imparfait, mais c'était la vision telle qu'on pouvait... C'est pas, j'insiste beaucoup, c'est pas une réécriture. Hein. Quand j'ai fait mon livre, je suis allé aux archives et je me suis tenu à la correspondance. C'est-à-dire que tu t'es relu. Je me suis relu, mais c'est un gros avantage, c'est que je savais à peu près ce que je cherchais. Très bien. Oui, monsieur. Oui, à ce moment-là, les populations russes et ukrainiennes étaient très mélangées. Pour Gorbatchev, par exemple, sa famille était en même temps russe et ukrainienne. Oui, alors, c'est un sujet complexe. Il y avait des régions à forte dominante russophone. Russophone, ça ne veut pas nécessairement dire russe. Vous savez, on était en Union soviétique, notamment le Donbass, est russophone. Mais il y a des Russes, il y a des Russes mariés avec des Ukrainiens ou des Ukrainiennes, et puis vous aviez des Kazakhs, vous aviez des Arméniens, vous avez des gens de tous les peuples d'Union soviétique qui étaient venus travailler dans le Donbass. Donc, mais ils étaient soviétiques, russophones, donc c'était russophone. La Crimée, c'était très russophone et plutôt russe parce que c'était essentiellement les vétérans de la flotte de la mer Noire qui s'installaient. Et il y a une particularité dans l'histoire de l'Ukraine qui explique l'utilisation d'un certain vocabulaire par Moscou, c'est que l'Ukraine occidentale a été rattachée à l'URSS physiquement après la Seconde Guerre mondiale, mais légalement toute la partie orientale, la Lvov, qui s'appelle Vif maintenant, qui s'appelait Lemberg avant, toute cette partie-là a été rattachée à l'URSS, devinez quand, par le pacte Ribbentrop-Molotov. Et oui, non, mais c'est important. Et cette partie-là n'avait jamais vécu en URSS, s'était détaché de la Russie impériale et donc était très nationaliste. Et c'est cette partie-là qui était, alors là on ne parlait qu'ukrainien, quand vous alliez à Lvov, par les Russes, il fallait dire excusez-moi, je suis désolé, je ne parle pas ukrainien, je parle français, je parle anglais, et je parle le russe. Et là, bon, on a accepté de vous répondre. Donc si vous voulez, il y a une composante nationaliste qui est ce qu'on appelle l'Ukraine occidentale. Alors, l'Ukraine est très divisée parce que vous aviez les russophones, puis vous aviez la religion. Vous aviez une église moscovite qui est rattachée au patriarcat de Moscou. Vous aviez une église ukrainienne autocéphale dont le patriarche était à Boston et qui est revenu à Kiev en 1991. Et donc il a commencé à y avoir des luttes entre l'église autocéphale ukrainienne et l'église rattachée à Moscou. Il y avait une église uniate rattachée à Rome. C'est un sujet assez compliqué. Donc il y avait des conflits religieux aussi, il y avait des conflits linguistiques, des conflits religieux. C'est pas l'ukrainien, c'est difficile.
Et puis, l'Ukraine a aussi un passé complexe avec la communauté juive d'Ukraine, qui quand même a été très, très maltraitée, et sous l'Empire tsariste, et pendant l'URSS, et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a un passif assez lourd. Vous voulez poser une question? C'est un peu la même. Enfin, ma question, c'était pourquoi spécifiquement Crimée et Donbass Parce que c'était les zones les plus russophones. Je dis pas russe, hein, je dis bien russophone. Et du coup, j'en profite. Et du coup, profitez-en. dans l'imaginaire russe, enfin, russe-ukrainien, c'est la même chose. On est tous frères. Vous pouvez nous expliquer ça? Je suis pas dans l'imaginaire russe, hein, moi je suis diplomate, mais on va essayer de faire une transgression littéraire. Les Russes considèrent que l'Ukraine est une cousine. Mais c'est pas. Voilà. C'est une cousine, donc bien au féminin. Il y a un rapport macho, les Russes sont. Voilà. Mais c'est simplifié, hein, c'est pas. C'est là, c'est à Kiev qu'a été enterré Stolypine. Oui, absolument. Et bien, quand on y était, on a redécouvert. Et donc, vous ne vous rendez pas compte, c'était quelque chose d'extraordinaire. On arrive là-bas, c'était l'URSS, et puis ça bouillonnait de tous les côtés. On se promenait dans les bois, puis un jour on voit que les bois, il y a énormément de terre qui est remuée, et on s'est aperçu que le bois dans lequel on allait se promener le dimanche avec mon épouse et nos enfants, c'était en fait un cimetière qui avait servi à l'exécution de plus de 200 000 personnes par le NKVD dans les années 30. Et on a redécouvert la tombe de Stolypine qui était sous du bitume à côté de Sainte-Sophie. On a découpé un petit morceau pour le sortir. Non, c'était... Il y avait une effervescence. Là, moi, je vous parle juste avant l'indépendance. Hein. En l'espace d'une année, c'était le champignon de Tintin sur les mystérieuses. Ça a explosé à toute vitesse. Pardon. Oui, bien sûr. Monsieur, vous dites que vous avez rencontré les nationalistes ukrainiens dès 1990 et 1991. Oui. Et donc, ma question est la suivante. Quelle impression, à l'époque, vous ont donné ceux qui sont devenus par la suite les ancêtres idéologiques du bataillon Azov? Enfin, disons, ce qui est aujourd'hui le fer de lance de l'armée ukrainienne. Alors à l'époque, il y avait deux choses. Il y avait un mouvement nationaliste qui s'appelait le Ruch, qui était dirigé par un poète charmant qu'on rencontrait. C'était quelque chose, c'était très habile, parce qu'en fait, le mouvement nationaliste, il ne s'est pas érigé en mouvement nationaliste, c'était une association de lettrés, c'était une association de poètes, et puis bon, et les revendications cheminaient au Parlement via leurs députés. Mais il y avait aussi des mouvements plus radicaux qui s'appelaient l'UPA et qui existaient. Mais eux, je ne les ai pas rencontrés. Moi, j'ai rencontré essentiellement le Ruch, les gens du Ruch, qui étaient... Mais ça existait, et c'était un des éléments. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut voir que le passé de l'Ukraine est compliqué. Je vous ai parlé de la communauté juive. Il faut comprendre que l'Ukraine a eu un rapport avec l'Allemagne complexe. Vous avez tous entendu parler du traité de Brest-Litovsk de 1918. Pour vous, le traité de Brest-Litovsk de 1918, c'est Trotsky et les Allemands qui signent la paix séparée dans le dos de leurs alliés. Et cette paix séparée, elle avait un prix, c'était l'indépendance de l'Ukraine. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que 3 semaines avant, il y avait eu un premier traité de Brest-Litovsk entre l'Ukraine et les Allemands. Et que l'Ukraine avait négocié son indépendance avec les Allemands, début février 1918, et les Allemands garantissent l'indépendance de l'Ukraine. C'est pour ça que fin février 1918, quand ils discutent avec Trotsky, l'indépendance de l'Ukraine est confirmée. Mais l'ironie de l'histoire, c'est que l'armistice du 11 novembre 1918, qui met fin à la guerre mondiale, qui pour nous est quelque chose d'extraordinaire, ça a été une catastrophe pour les Ukrainiens, parce que tous les accords signés par l'Allemagne
était caduque. Donc, la garantie d'indépendance de l'Ukraine par les Allemands et obtenue du côté russe tombe à l'eau. Et c'est là où vous avez la reconquête de l'Ukraine qui se fait par Trotsky à nouveau et Manu Militari. Donc c'est un des premiers conflits. Après, il y a eu toute une série de l'Ukraine et la Russie. C'est un parcours. Vous me parliez de la pensée des Russes, mais c'est un parcours qui est ensanglanté. Donc vous avez la reconquête de l'Ukraine en 1918 par Trotsky. Vous avez après le communisme de guerre qui devient idéologique entre les Russes blancs et le pouvoir communiste, et ça se passe largement en Ukraine. L'amiral Kolchak qui quitte la Crimée en dernier recours. Après, vous avez eu la dékulakisation, où là, tous les Ukrainiens qui gagnaient un peu d'argent en étant de bons producteurs de céréales se font couper le cou, et puis après, vous avez la grande famine. Ça se compte par millions. Après, on revient à l'Allemagne. En 1940, les Ukrainiens, enfin 41, on voit d'un bon oeil l'arrivée des nazis, parce que surtout à l'ouest, les gens de Lvov, c'est la libération du communisme, pas de la Russie, mais c'est du communisme. C'est pour ça, et là ils font une erreur, parce que les Allemands n'ont pas du tout l'intention d'utiliser les Ukrainiens contre les Russes. Donc, si vous voulez, là, il y a toute une série de choses qui sont enchevêtrées et qui sont complexes. On n'est pas dans un système manichéen. J'espère que j'ai répondu à votre question. C'est pas toujours agréable, hein, hein, le devoir vous appelle. Hein. Paca. Alors vous êtes revenu à 2 reprises sur la communauté juive, Oui. mais j'ai pas compris, j'en sais rien. Bon, ok, le traité en février 1918, novembre, et puis bon, alors la communauté juive, en quoi elle a été monnayée? Ah ben non, mais la communauté juive, c'est une histoire. Non, j'ai dit ça commence par l'Empire tsariste. Les pogroms à l'époque tsariste en Ukraine étaient quand même très très forts, et une grande partie de la communauté juive a quitté en 1905 l'Ukraine via Odessa. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que des gens de la communauté juive préféraient aller se mettre sous la tutelle de l'Empire ottoman que de rester sous la tutelle russe. Et Madame Golda Meir, dont vous avez sans doute entendu parler, eh bien, elle a quitté l'Ukraine pour aller en Palestine, qui était à l'époque sous la tutelle ottomane. Et elle pensait qu'elle vivait mieux. Ah non, et après, il y a toujours eu une... Alors du coup, qu'est-ce que est devenue cette communauté juive en Ukraine? Eh ben, elle est partie, elle a été exterminée. Ah, voilà. Il y a eu la Shoah par balle. C'était donc, oui. Non, mais la Shoah par balle, ça a été quelque chose de terrible, et ce sont des Allemands avec des locaux. Hein, c'est 41-42, c'est le Babillard à Kiev, où il y a plus de morts, mais c'est des Allemands assistés de locaux. Les locaux, oui, surtout. Oui, non, c'est pas un sujet. Oui, ils ont été aidés. Et je peux vous le dire, parce que je raconte dans mon livre, on a eu la visite de Robert Badinter, que tout le monde a connu, enfin connaît de nom au moins, et qui m'avait dit, au moment de l'indépendance de l'Ukraine, il dit on a un problème en France, la communauté juive française n'est pas fanatique pour l'indépendance. Je dis dans mon livre, je ne sais pas la suite. Oui, madame. Oui, excusez-moi, mais je n'ai pas bien compris là. Brest-Litovsk, mais à l'époque, la région de Lemberg et tout ça, ça faisait partie de l'Autriche-Hongrie. Oui. Et donc les habitants étaient dans l'armée, ils n'étaient Non, pas dans l'armée russe, ils étaient dans l'armée. Lemberg s'est rattaché à l'URSS qu'en 1939 par le pacte Ribbentrop-Molotov, Voilà, c'est-à-dire entre Staline et Hitler. Ouais. Non, là, c'est février 1918, c'est l'Ukraine. Moi, Lemberg ne fait pas partie de l'Ukraine de l'époque. Voilà, il faisait partie de l'Autriche-Hongrie. Oui, et donc les absolument. soldats se battaient avec l'Autriche-Hongrie et Absolument. pas avec l'armée russe. Non, bien sûr, mais Et pourquoi vous dites qu'ils ont mais les soldats, ils étaient à Kiev.
Oui, mais c'était Lemberg, c'était l'Autriche-Hongrie, et l'Empire russe, c'était l'armée d'Ukraine aussi. Et les Ukrainiens avaient eu leur indépendance, mais ça ne comprenait pas Lemberg. On est d'accord. Entre les deux guerres, Lemberg était polonais. Oui, Elle était polonaise, oui, non, c'est Leonberg, Lemberg, Lvov, Lviv. Non, ça a été polonais. Mais d'ailleurs, ce qui explique la complexité, bien qu'on le dise que c'est idyllique, la complexité des rapports entre la Pologne et l'Ukraine. Puisque c'est l'ancienne puissance coloniale, les Ukrainiens, par le biais des groupements nationalistes, ont quand même eu des agissements en Pologne assez durs. Non, c'est très très compliqué comme histoire. Oui, j'avais vu quelqu'un d'autre, oui, monsieur. Vous avez parlé tout à l'heure du... Oui, vous parliez, vous aviez survolé l'affaire du mémorandum de Budapest, Oui. Dans lequel la signature a été faite, et surtout les Ukrainiens cherchaient du côté français, européen à minima, un soutien à défaut de celui ils cherchaient surtout, vous avez raison, ils cherchaient du côté des puissances nucléaires, si vous voulez, comme c'est les puissances nucléaires qui demandaient à l'Ukraine de se dénucléariser, c'était vis-à-vis des Américains, des Anglais et des Français, essentiellement. Et ce regard qui est tourné précisément vers l'Ouest, est-ce qu'il est celui d'une réaction de répulsion des Russes d'un côté, ou d'un vrai désir par nature chez les Ukrainiens de la démocratie et même d'une proportion à l'Ouest européen? Ça, je ne peux pas rentrer sur la deuxième partie de la chose. Ils savaient qu'ils seraient en guerre avec la Russie. Donc ils demandaient des garanties de sécurité. À l'époque, vous savez, c'était des communistes, ils étaient tout juste sortis. Il y avait des petits ferments de démocratie, mais si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'indépendance? Il y a eu, je schématise, mais c'est grosso modo, les nationalistes avaient l'indépendance, et les communistes qui changeaient d'étiquette gardaient le pouvoir. Et ça a duré jusqu'à 2005, la Révolution orange. La Révolution orange, c'est le moment où les Ukrainiens prennent conscience qu'ils sont dominés par une classe politique, qui est l'ancienne classe politique, des communistes reconvertis en barons rouges et tout ça, et qui veulent de la démocratie. Donc il faut attendre longtemps. Donc c'est un peu une association, un alliage de la carte et du lapin entre les nationalistes et les anciens communistes. C'est comme ça que je le voyais, peut-être d'autres gens ont d'autres visions, mais je crois que c'est à peu près ça. Est-ce que c'est clair? Merci. J'avais en tête quelque chose qui est peut-être complètement fou, mais que la Crimée avait été donnée par Khrouchtchev en, je sais pas, 56 ou quelque chose comme ça. 43, là. 53, voilà. Je vais vous expliquer. À l'Ukraine. Oui, mais non, mais alors, attendez. On est en URSS. La Crimée fait l'objet d'un rejet au niveau des soviétiques, parce que les soviétiques considèrent, donc les communistes à Moscou, considèrent que la Crimée a collaboré avec l'occupant nazi. La Crimée, à l'époque, est peuplée de Tatars, des gens musulmans qui sont plutôt attachés. Et la population tatare a été déportée en une nuit en 1944. Donc il n'y a plus de Tatars en Crimée ou près. Ils ont été déportés en Ouzbékistan ou au Kazakhstan dans la nuit par Beria. Et la République de Crimée, c'était une république autonome, elle a été dégradée en 1945, où elle est devenue un oblast, c'est-à-dire une région de la Fédération de Russie. Donc elle relevait de la Fédération de Russie. Monsieur Khrouchtchev, qui était d'origine ukrainienne, pour fêter le 300e anniversaire du rattachement de la Crimée à la Russie en 1953, a décidé arbitrairement de faire en sorte que la Crimée soit désormais rattachée à la République socialiste soviétique d'Ukraine et non plus à la République socialiste fédérative soviétique de Russie.
mais avec des... Donc c'est un texte, c'est un décret qu'il a signé qui n'a pas été ratifié par les parlements ni soviétiques ni ukrainiens. Et il y avait des limites, c'est-à-dire que la ville de Sébastopol et 2 ou 3 autres villes, notamment les ports de guerre, étaient continuées à être rattachées directement à la gestion de Moscou. Voilà la réponse précise. Et en 1992, juste après l'indépendance, la Crimée a voulu voter son indépendance. Elle a fait un référendum et les autorités ukrainiennes ont fait en sorte d'empêcher la suite des choses. Donc c'est un sujet à part, la Crimée, compliqué, et il faut penser qu'il y a eu des déportations de population, que c'était une zone militaire stratégique pour la Russie, pour l'URSS puis la Russie. Et donc c'est un acte, c'est vrai, vous avez raison, mais c'est un acte dont la valeur juridique est contestable. Je ne dis pas qu'il soit faux, on peut en discuter. Merci. Oui, madame. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais juste savoir, en fait, de ce que vous avez dit, quelles sont vos hypothèses et pensées sur les négociations sur les échanges de territoire et les garanties de sécurité qu'on peut accorder à l'Ukraine en ce moment? Ben, c'est un sujet complexe et si j'avais la réponse, je serais président de la République. Comme je vous l'ai dit, je crois qu'on n'arrive pas à le comprendre en France, mais nos amis américains ne veulent pas de garantie de sécurité et on est en train de faire comme en 1994, de trouver un habillage et je serai M. Zelensky, je serai assez inquiet, non pas des Russes parce qu'il sait où il va avec les Russes, mais de ses alliés occidentaux. J'espère que la réponse qui est désagréable, mais on a une capacité à ne pas voir les choses en France qui est assez extraordinaire. Ça répond à votre question? Oui, oui. Juste avoir votre avis. Hein? C'est pas votre avis? Non, mais je sais pas encore. Moi aussi, je suis dubitatif sur ce qui se passe à ce moment. Ben oui, je crois que vous avez intérêt. Merci beaucoup d'abord pour cette conférence. J'ai beaucoup appris les conversations. Mais vous avez parlé des services de sécurité à un moment donné, et notamment et la différence, d'après ce que j'ai compris, entre évidemment l'URSS et la Fédération de Russie. Est-ce qu'il y a eu, à propos de l'Ukraine, des affrontements entre services de sécurité, c'est-à-dire est-ce qu'il y en a qui ont penché plus pour, je dirais, favoriser le mouvement nationaliste ukrainien ou les communistes? C'est-à-dire parce que, pourquoi je dis ça? Parce que comme Poutine, d'après ce que je sais, est originaire de ces services de sécurité, peut-être que des affrontements internes expliquent aussi en partie sa position qui est parfois, on voit uniquement de l'extérieur, mais pas voilà, par rapport à ce qui s'est passé à l'époque. Alors par rapport à ce qui s'est passé à l'époque, j'ai tout un chapitre justement sur le passage de l'armée. Ça a été quelque chose de très douloureux. Si vous voulez, et vous pouvez faire la translation sur les services de sécurité, les gens qui rentraient dans l'armée ou dans les services de sécurité, ils le faisaient par conviction, ils le faisaient par intérêt, mais ils étaient au service d'une grande puissance. Quand vous êtes dans un service de sécurité, quand vous êtes dans une armée, vous aimez bien que ce ne soit pas l'armée suisse, vous préférez que ce soit l'armée américaine. Donc là, ils étaient dans l'armée soviétique, c'était quelque chose. Se retrouver dans l'armée ukrainienne, c'était, à l'époque, donc il y a eu un partage très très difficile. Et je reviens, c'est intéressant parce que ça me permet de rajouter quelque chose. Quand M. Kravchuk voit pour la première fois le président Mitterrand, il lui explique, donc il va démilitariser l'Ukraine, mais il lui explique, et c'est un élément important du débat d'aujourd'hui, il lui explique que l'Ukraine aura une armée nationale. Et il lui dit, l'armée nationale sera d'à peu près 700 000 hommes. Parce qu'à l'époque, l'armée soviétique déployée en Ukraine, c'était 700-800 000 hommes. Et il dit, pour des raisons socio-économiques, on ne peut pas mettre 200-300 000 personnes sur le marché, donc il va falloir garder une armée temporairement, puis on va réduire jusqu'à
400 000, puis 200 000 hommes. Donc l'idée d'avoir une armée nationale ukrainienne a, dès le début, été un élément constitutif de l'indépendance de l'Ukraine. Aujourd'hui, les Russes qui demandent à ce que l'Ukraine n'ait pas l'armée transgressent ce point de départ. Bon, et je suppose que dans les services de sécurité, il y a eu des tas de problèmes de conscience, mais si vous voulez, il s'est passé, M. Poutine, il arrive 20 ans après. Donc les gens, les choses s'étaient à peu près réglées. Une fois, deux fois, trois fois. C'est là, il y avait la question. Bonsoir, je voulais vous remercier pour votre intervention. J'avais une petite question. À votre arrivée en juin 1990 à Kiev, est-ce qu'il y avait d'autres nations, à part l'Allemagne que vous mentionnez, qui étaient aussi représentées là-bas? Oui, il y en avait quelques-unes. Il y avait la RDA, il y avait la République socialiste tchèque, il y avait la République, il n'y avait que les pays socialistes. Et le seul pays capitaliste, à l'époque on appelait ça comme ça, c'était la RFA. Et c'est pour ça que quand Mitterrand arrive en décembre 89 à Kiev, eh ben, les autorités locales lui envoient le seul capitaliste, et c'était le consul général d'Allemagne. Je peux vous dire que c'était... Il se disait, ils m'ont trahi parce qu'ils ont envoyé un plan de réunification sans me consulter. Ah non, il faut se rendre compte que c'était quand même très très grave comme crise franco-allemande. On passe ça sous silence, mais on a été pris au dépourvu. Et quand ils s'aperçoivent que les Allemands avaient une diplomatie dynamique, c'est-à-dire qu'ils avaient ouvert un poste à Kiev alors que nous, on n'avait même pas envisagé la chose, ils s'est dit, tiens, on n'a pas vu passer les trains. Pardon. Merci beaucoup. Excusez-moi pour les abominations que je vous ai assignées. Dans ton intervention qui s'enracine à la fois dans un témoignage personnel et dans les archives diplomatiques qui restent la mémoire, effectivement. Mais qui sont une clé pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'actuellement, on est encore à la case départ. Je pense que tu as bien éclairé, effectivement, la situation d'aujourd'hui. Est-ce que les Américains demandent des garanties de sécurité et jusqu'à présent, c'est plutôt long. C'est peu probable. Oui, mais non, il faut faire très attention parce qu'il va y avoir un affichage. Et on va le prendre à la vidéo. Merci encore. Je voulais simplement vous dire que notre prochaine séance aura lieu le 23 octobre. Ce sera à la fois notre Assemblée Générale et une conférence de Jean-Jean Essotou, qui vient de publier un livre sur justement tous ces problèmes de l'Ukraine et de la Russie. Et vous y êtes naturellement, cordialement invité, donc le 23 octobre, et on vous invitera formellement ici. Merci encore de votre fidélité.